Bonjour. Voilà, on commence aujourd'hui notre briefing numéro 81. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Et comme d'habitude, on va commencer par se tourner vers Arnaud pour profiter de ses lumières, comme d'habitude. Alors Arnaud, est-ce qu'on a beaucoup d'actualités? Est-ce que les lignes ont bougé non seulement sur le terrain, mais aussi dans le domaine diplomatique, économique, politique? Alors sur le terrain, elles sont figées après le grand mouvement de ces derniers jours, mais il s'est passé pas mal de choses en effet depuis lundi dans le domaine économique, tout d'abord, avec des chiffres relatifs au budget fédéral qui a enregistré un déficit de 345 milliards de roubles en août. Et pour rappel, il était de 893 en juillet et de 121 milliards en juin. Ce qu'il faut souligner, c'est que sur les 8 premiers mois de l'année, le budget fédéral reste excédentaire grâce aux bons chiffres du début de l'année et qu'il devrait être à peu près à moins 2% en fin d'année. Donc une dégradation dont on parle beaucoup dans la presse occidentale. Je pense qu'on extrapole un peu à partir de chiffres qui restent des chiffres relatifs à un seul mois et qu'on s'emballe un peu, mais c'est intéressant. Et cette dégradation, elle s'explique en réalité par deux facteurs qui sont assez peu mentionnés paradoxalement par cette même presse occidentale. D'une part, la hausse des dépenses, plus 20%, probablement liée à l'opération spéciale entre guillemets en Ukraine, et par le cours du rouble, qui est trop fort en réalité et qui dessert les rentrées fiscales et les rentrées et donc le budget fédéral. On en a parlé à de nombreuses reprises au début de l'été. Parmi les autres annonces ou attentes, il y a demain une session des directeurs de la Banque centrale de Russie qui devrait probablement annoncer une nouvelle baisse. Quelques chiffres. Un chiffre intéressant, pour le coup, beaucoup plus significatif à mon avis et révélateur de ce qui se passe, c'est le trafic des ports russes en Baltique qui a baissé de 60% depuis le 24 février, donc c'est tout sauf anodin. Et puis une nouvelle très récente, dont on parle beaucoup depuis ce matin, certaines cartes de paiement MIR ne seraient plus acceptées en Turquie. Alors il ne s'agirait pas d'un problème général, mais les banques, plutôt les cartes émises par des banques russes sous sanction, ne sont plus acceptées en Turquie sur instruction de la banque centrale de ce pays, à la suite de pressions américaines. Les Américains, on se souvient qu'un sous-secrétaire au Trésor s'était rendu sur place il y a quelques semaines. Il a fait passer des messages visant à dissuader certains acteurs turcs de mettre en place des circuits de financement parallèles pour les Russes. Ces pressions commencent à porter leurs fruits, en tout cas s'agissant des cartes de paiement. Et on sait par ailleurs que l'Union européenne envisage d'envoyer en Turquie une délégation pour, là encore, aborder le sujet du contournement des sanctions, ou en tout cas de la politique turque jugée trop conciliante à l'égard de la Russie dans le domaine commercial. Quelques mots de politique intérieure, parce que là, il y a effectivement les premiers échos de ce qu'on évoquait lundi, euh, euh, des échecs militaires russes en Ukraine. Il y a plusieurs responsables politiques qui se sont exprimés sur le sujet depuis lundi. Par exemple, le député Sheremet de Russie Unie, donc du parti du pouvoir, qui s'est dit favorable à la mobilisation. Le lendemain, lors de la session d'ouverture de la Douma d'État, la session d'automne, deux chefs de partis politiques, Sergei Mironov, donc le leader du groupe Russie Juste pour la Vie, et Gennady Zyuganov, le chef du Parti communiste, ont eux aussi utilisé le terme de mobilisation, mais pas dans le sens militaire. Mironov a dit qu'il s'agissait pour la société de se mobiliser. Zyuganov a été un peu plus ambigu, mais ses camarades de parti ont rapidement démenti qu'il est appelé à une mobilisation militaire. Pour les communistes, il s'agit d'une mobilisation de l'économie, du système politique et des ressources du pays, mais pas d'une mobilisation générale. Enfin, et c'est plus récent et très intéressant à mon avis, une autre prise de position, une prise de parole
Sur le sujet militaire, sur le sujet de la mobilisation éventuelle, Kadyrov, Ramzan, chef de la Tchétchénie, qui, prenant acte du fait que la Russie est une fédération, appelle chacun des sujets de la fédération, ils sont 85 aujourd'hui, à fournir 1000 hommes, équiper 1000 hommes, et les mettre à disposition du commandant en chef pour les opérations en Ukraine. C'est intéressant parce que on ne sait pas quelle suite sera donnée à cette idée, mais ça rappelle un peu la gestion du Covid, décentralisée, où les régions avaient l'attitude pour instaurer le port du masque ou l'abolir, etc., etc. Peut-être qu'on assiste à une forme de décentralisation du recrutement pour l'Ukraine. Autre contre-coup, il y a eu une polémique, on le sait, j'en avais parlé je crois lundi, à Moscou, à la suite du maintien des festivités liées à la journée de la ville. Et bien d'autres municipalités de Russie, en particulier Rostov et Krasnodar, ont pour leur part préféré annuler les concerts et feux d'artifice qui étaient prévus ces prochains jours. Tout ça m'amène à la conclusion qu'après une phase de déni finalement au cours de laquelle ils ont très majoritairement préféré ignorer ce qu'il se passait en Ukraine. Les Russes voient la guerre, un terme qui d'ailleurs n'est plus tout à fait tabou puisqu'il est utilisé à la télévision, faire éruption non seulement dans les districts frontaliers de Belgorod, de Koursk ou Bryansk, mais dans les médias officiels. Alors nul ne sait si l'opinion basculera, ni d'ailleurs de quel côté elle basculera le cas échéant, mais il me paraît évident que la société travaille, hein, comme on dirait d'une poutre qu'elle travaille. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train de se produire dans les esprits et ce serait intéressant de suivre cette évolution. Enfin, plusieurs nouvelles de politique étrangère, de diplomatie. D'abord une visite à Kiev de Madame von der Leyen, chère au cœur de notre président. Sa troisième visite en Ukraine depuis le début de la guerre. Elle doit aborder les projets d'intégration du pays à l'Union européenne, les questions relatives également à l'aide financière. Elle aura des entretiens avec le président Zelensky et son Premier ministre Shmyhal. Un entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. On a parlé essentiellement de l'exportation des céréales depuis les ports ukrainiens de la mer Noire. Le président russe, reprenant ce qu'il avait dit il y a quelques jours, a jugé que ces exportations devaient aller en priorité, je cite, aux pays qui en ont le plus besoin, Afrique, Moyen-Orient, Amérique du Sud éventuellement. Le secrétaire de l'ONU a quant à lui déclaré que selon lui, les chances de paix sont minimales à ce stade, je cite, et il a également déclaré que même un cessez-le-feu n'est pas en vue. Donc peu de motifs d'optimisme, mais cet échange laisse penser que la prorogation de l'accord du 22 juillet ne va pas de soi. Donc, si le secrétaire général de l'ONU a pris son téléphone, c'est probablement pour essayer de convaincre le président russe de ne pas remettre en cause cet accord, malgré les réserves de la Russie sur la destination de ses exportations. Je rappelle que la Russie estime qu'elles vont trop vers l'Europe et pas assez vers les pays du Sud. À Kiev, maintenant, un groupe d'experts dirigé par l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a remis au président Zelensky un projet sur les garanties de sécurité à l'Ukraine après le conflit actuel. Et ce document prévoit que les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne, la Turquie et d'autres pays du nord et du centre de l'Europe pourraient se porter garant. Et l'engagement de ces pays aurait pour objectif de renforcer l'armée ukrainienne en vue de son autodéfense, je cite. Donc, la réflexion se poursuit. Le fait qu'elle soit confiée à Anders Fogh Rasmussen n'est évidemment pas anodin. On sait le tropisme naturel de l'ancien secrétaire général de l'OTAN. C'est un document qui servira sans doute de base de réflexion, mais qui n'est certainement pas
un document définitif. Et puis, un peu plus loin, mais on en a parlé, et ce n'est pas anodin, et on peut le relier d'une façon ou d'une autre à ce qui se passe en Ukraine, autour de l'Ukraine. Il y a eu, en début de semaine, dans la nuit de lundi à mardi, pour être plus précis, de nouveaux combats très sanglants entre Arméniens et Azéris. Plus seulement comme la dernière fois autour du Karabakh, mais cette fois-ci, le territoire de l'Arménie elle-même a été sous le feu. Plus de 100 militaires arméniens décédés, 71 azerbaïdjanais. Un accord de cessez-le-feu annoncé dès mardi matin par la Russie, mais qui n'a été respecté, semble-t-il, que la nuit dernière. En tout cas, ce que l'on comprend à travers ces événements, c'est que les déconvenus de la Russie dans l'est de l'Ukraine, naturellement, donnent des ailes à Kiev et à ses soutiens, mais aussi donnent des idées à ceux qui, dans le Caucase notamment, entendent profiter sans attendre du désarroi actuel à Moscou. Enfin, et je terminerai là-dessus, je serai assez bref parce qu'on n'a pas encore tous les éléments, le sommet de Samarcande, le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai est en train de se tenir. Vladimir Poutine doit avoir de très nombreux entretiens avec pratiquement tous les chefs d'État présents, c'est-à-dire le président iranien, le président indien, le président chinois, bien sûr, et ce sera le plus important, plus évidemment les chefs d'État des pays d'Asie centrale elle-même. Les présidents Poutine et Xi Jinping se sont réunis. Je crois que leur entretien est toujours en cours. Au début de la réunion, il y a la traditionnelle séquence protocolaire avec échange de quelques phrases. Et cette fois-ci, c'était plutôt intéressant. Il y a eu des signaux qui ne sont pas négligeables. En tout cas, le président russe a dit quelque chose d'assez inattendu. Il a relevé que la Chine avait des interrogations et des préoccupations sur l'Ukraine, ce que la Russie comprenait, c'était plutôt inattendu. Et puis il a fait des déclarations en revanche plus attendues sur le tandem, je cite, qui œuvrera à un ordre international plus juste, démocratique et multipolaire, je cite. Et le président chinois, pour sa part, a déclaré de mémoire que la Chine assurerait son rôle de grande puissance avec la Russie. Voilà où on en est aujourd'hui, 15 septembre. Merci. Alors, on n'a pas beaucoup de questions, on en a une seule pour le moment, donc n'hésitez pas à bondir sur vos claviers pour envoyer des questions passionnantes. Tu parlais du Caucase. Est-ce que la Géorgie imaginerait de profiter de la faiblesse supposée de la Russie pour repartir à la conquête de territoires Non, alors, autant on voit bien le jeu qui est transparent en réalité d'Aliyev avec l'Arménie, une Arménie qui est en très mauvaise posture en réalité. Autant je ne crois pas que la Géorgie soit tentée par une nouvelle aventure comme ce fut le cas en août 2008 sous la présidence de Saakashvili. Ce serait, d'abord, je ne suis pas sûr que militairement ce soit réaliste, faisable. Je ne suis pas sûr du tout qu'ils en aient l'intention. Je n'entrevois pas encore une fois, de problèmes en Géorgie. La Géorgie a d'autres problèmes, a d'autres interrogations, son positionnement interroge certains en Europe et aux États-Unis. Elle est sur une ligne de crête très étroite dans cette affaire-là. Il y a beaucoup de facteurs en jeu. Il y a le facteur Saakashvili d'ailleurs avec l'Ukraine aussi. L'Ukraine reprochant à la Géorgie de ne pas s'associer aux sanctions occidentales, par exemple. Mais je ne vois pas de risque de ce côté-là. Je dirais que le Caucase en a beaucoup par ailleurs, et suffisamment. et rassurant d'une certaine façon. Sur le tout début de ton intervention, on parlait du rouble et de sa force, et donc les tentatives de l'affaiblir par le gouvernement n'ont pas été couronnées de succès. Pour l'instant, non. Le rouble n'a jamais été aussi stable, autour de 60 pour un dollar comme pour un euro, puisque là, on est pratiquement à une parité euro-dollar. Comme je le disais il y a quelques jours, il y a des projets d'achat de devises de pays dits amicaux.
On parlait de 75 milliards, bon, mais ceci n'a pas encore été mis en œuvre. Ce qui pourrait vraiment débloquer les choses, ce sont les importations. Les importations repartent un petit peu, mais pas dans des proportions qui font bouger le cours du rouble. Donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Pour l'instant, ni les actions de la Banque centrale, ni celles du gouvernement ne sont décisives, mais il peut y avoir urgence. En tout cas, ce paramètre est important dans le déficit que j'ai évoqué en début de séance. Le déficit n'est pas critique, certainement pas, et accessoirement, il est plutôt exceptionnel. Ce qu'on ne peut pas dire, par exemple, nous Français, hein, qui n'avons pas eu un seul exercice à l'équilibre depuis 1975, je crois. Mais justement, ça interpelle les autorités russes parce qu'elles aiment avoir des budgets à l'équilibre. Alors, une question d'une auditrice. Il semble que deux voies s'offrent à la Russie suite au revers militaire. Soit la mobilisation, soit la négociation. Existe-t-il d'autres scénarios, notamment celui de laisser la situation se geler ou figer jusqu'à l'hiver? Je ne crois pas beaucoup à la mobilisation, en tout cas à ce stade, parce que ça aurait des conséquences politiques majeures. Et pour le coup, la société russe ne pourrait plus ignorer ou faire semblant d'ignorer ce qui se passe en Ukraine. Or, ça fait partie du pacte. Pacte d'hypocrisie, pacte de ce que vous voulez, mais entre le pouvoir et la société. Le mode de vie habituel ne doit pas être trop perturbé par ce qui se passe. Évidemment, une mobilisation, même si elle est limitée, elle va bouleverser les choses et elle aura forcément des conséquences. On ne sait pas quelle sera la réaction des familles ou des personnes concernées, mais en tout cas, il y a un risque. Et puis, il y a des parallèles qui sont faits qui peuvent être faits, qui sont peut-être présents à l'esprit des dirigeants russes, entre une éventuelle mobilisation, une vraie guerre et la stabilité de l'édifice politique. En tout cas, et le parallèle qui est fait, c'est peut-être celui de la Première Guerre mondiale. Donc, je pense que le pouvoir politique fera tout pour éviter ça. La négociation, elle peut penser qu'elle arrivera un jour, mais pas aujourd'hui, en tout cas pas à l'initiative de la Russie, et ni à l'initiative de l'Ukraine d'ailleurs, pour deux raisons évidentes. L'Ukraine a le vent en poupe, pense pouvoir aller plus loin, et commence à croire à l'hypothèse d'une victoire militaire. Et aujourd'hui, pour la Russie, en rester là, ce serait admettre plus qu'une déconvenue, ce serait une défaite stratégique. Donc, et d'ailleurs, l'ancien président, pardon, Medvedev l'a dit dès lundi. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est une substance, une capitulation ou une paix à nos conditions. Donc, je ne crois ni à la mobilisation, ni à la négociation, aujourd'hui en tout cas. Il peut y avoir en revanche une escalade, et une escalade ou un élargissement du front ou de l'ampleur des actions militaires. Et par exemple, hein, depuis lundi, on voit que la Russie frappe des infrastructures civiles critiques en Ukraine, système électrique. Et hier, à la fois un barrage et une station de pompage à Kryvyi Rog, qui accessoirement est la ville natale du président Zelensky, avec des conséquences importantes, y compris des conséquences opérationnelles d'ailleurs, puisque, sans entrer dans les détails, la rivière qui est en aval est une rivière où se déroulent des opérations militaires et que les Ukrainiens cherchent à franchir, et qui est montée de 2,5 mètres. Donc, on peut penser que ça va se poursuivre, et qu'effectivement, peut-être faut-il prendre au sérieux le président Poutine quand il dit que rien n'a véritablement commencé, en tout cas rien de ce qu'on avait imaginé. Alors, un auditeur qui dit: je me connecte à peine. Est-ce qu'en Russie, on parle d'une prétendue tentative d'assassinat de Poutine hier? Ça ne me dit rien. Mais... Je ne sais pas, j'ai rien entendu de tel. Ah. Il s'agit peut-être d'un commentaire sur le menu qui a été offert à la délégation russe à Samarcande. Probablement, je ne vois pas d'autre solution. Une charmante auditrice que j'embrasse au passage. Bonjour et bravo pour tous ces éclaircissements. Que ressort-il de la conversation de Poutine et Scholz? Pas grand-chose. Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois.
Les deux sont restés sur leur position et Scholz a déclaré simplement que Poutine n'avait pas changé d'avis ni de position. Voilà. Ce qui est tout sauf un scoop. Mais bon, le fait qu'ils discutent, c'est intéressant. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu le détail des sujets. Est-ce qu'ils ont parlé d'approvisionnement énergétique en particulier? Je ne sais pas. S'ils l'ont fait, c'est intéressant. S'ils ne l'ont pas fait, c'est tout aussi intéressant. En tout cas, peut-être pour le chancelier allemand, s'agit-il de montrer que Emmanuel Macron n'est pas le seul leader européen à s'entretenir régulièrement avec son homologue russe. Peut-on dire que le pays qui profite le plus de la guerre d'un point de vue économique, politique, diplomatique, c'est la Turquie? Écoutez, je pense qu'il y a un tiercé de tête, si j'ose dire, avec la Turquie, les États-Unis et la Chine dans des registres différents. La Turquie, c'est le plus évident. Il y a, pour tous ceux qui cherchent à rallier Moscou depuis Paris, les tarifs de Turkish Airlines. Alors ça paraît très anodin, mais c'est très révélateur en réalité du modèle que met en place la Turquie dans ces circonstances. Profiter à très court terme, immédiatement, le plus possible, des contraintes que subit la Russie et les pays ou les entreprises qui veulent commercer avec elle. Donc la Turquie est une porte d'entrée non pas obligatoire, mais disons, elle est consciente de sa place importante actuellement dans le domaine commercial, mais également dans le domaine politique, puisqu'Erdogan est le seul à avoir poursuivi sur la voie de la diplomatie et à avoir obtenu un succès le 22 juillet avec cet accord sur les céréales, et il ne désespère pas, le moment venu, de faire se rencontrer les présidents Poutine et Zelensky. D'ailleurs, il doit le redire aujourd'hui ou demain au président russe. Il doit remettre sur la table son offre de rencontre avec Zelensky. Elle sera évidemment refusée à ce stade-là, mais on peut penser que le moment venu, ce sera lui, et non pas Emmanuel Macron ou un autre, qui organisera sur son territoire la rencontre qui peut-être, espérons-le, consacrera un accord de paix ou à minima un cessez-le-feu. Donc la Turquie, c'est très visible, c'est évident. Bon, les États-Unis dans un autre registre, un registre commercial, politique, puisque l'Europe, plus que jamais, sera américaine d'un point de vue stratégique. Si on regarde de façon sectorielle, le complexe militaro-industriel américain va obtenir des dizaines de milliards de commandes pour combler les stocks qui ont été livrés par les armées européennes aux Ukrainiens. Donc les Européens vont acheter neuf et vont acheter pour l'essentiel américain. Et puis évidemment le gaz. La Russie est un acteur sortant pour différentes raisons du marché européen, et les États-Unis vont le combler à des prix qui ne seront pas les mêmes. Et ça aura aussi un impact évidemment pour la compétitivité de l'industrie européenne à moyen et à long terme. Merci. Quid de la Biélorussie? La question est un peu vague. Quid de la Biélorussie? J'imagine c'est par rapport à la... Oui, et d'ailleurs, ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que le Zimbabwe a été invité ou pas? Contrairement au Myanmar. Mais le Malawi, je crois, sera sur les derniers rangs. La Biélorussie, alors hier on a eu une scène un peu humoristique, quoique moyennement. Loukachenko, oui, qui coupait du bois et qui envoyait un message aux Européens. Bon, pour le reste, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution ni de nouvelles. La Biélorussie, de fait, a été en tout cas co-belligérante à un moment. Elle ne veut pas se laisser entraîner ou aller d'elle-même en Ukraine. Elle a, semble-t-il, caressé l'espoir de se donner des marges de manœuvre à l'égard des Occidentaux en avril, mai. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc il n'y a pas vraiment je dirais, de changement en Biélorussie même ou autour de la Biélorussie. Alors, une question un peu différente. Bonjour à tous. Selon vous, quels sont les acteurs de l'aide humanitaire auprès des populations nécessiteuses, notamment en LPR et DPR, et quelle est l'ampleur de l'aide? Est-ce uniquement Emercom? J'ai du mal à avoir de bonnes infos à ce sujet. Merci pour vos briefings.
Alors effectivement, il y a le EMERCOM, c'est-à-dire le ministère des situations d'urgence, en d'autres termes la sécurité civile russe, pour faire court, qui a envoyé des convois, des dizaines de convois, depuis d'ailleurs 2014, avant le 24 février. Donc ça, c'est très visible, très médiatisé. Il y a aussi, oui, il y a d'autres acteurs. Je pense qu'il y a des régions, des ONG russes, probablement des associations liées aux églises. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui, encore une fois, sont actifs, étaient actifs bien avant le 24 février. Un peu après le début de l'opération, enfin, il y avait une demande des autorités à diverses villes et régions de sponsoriser pas leurs équivalents, mais leurs amis de la région. Absolument. C'est pas vraiment des jumelages, mais effectivement, des régions russes, de grandes villes russes ont pris sous leur aile des cantons ou des villes, des districts du Donbass. Saint-Pétersbourg, par exemple, s'occupe de Mariupol, voilà, etc., etc. Donc il y a là, mais ça c'est plus institutionnel. Il y a un intervenant nous dit que beaucoup de gens apportent de l'aide humanitaire au Donbass et qu'il y a des volontaires sur place. Sans précision davantage. Je n'ai pas plus de questions. Je vois que nous avons le président Kidé en ligne, dont le bronzage admirable nous dit qu'il doit tenir ses rendez-vous en extérieur. Est-ce que tu as des choses à nous dire, Emmanuel? Tu étais vice-président, Gilles. Non, c'était intéressant, Arnaud. Merci beaucoup pour ton éclairage. Je me posais une question sur l'Arménie, la guerre azérie-arménienne. Et quel est le poids réel de la Russie? Alors, on a vu qu'ils sont intervenus immédiatement, qu'ils ont fait appliquer un cessez-le-feu qui n'a pas réellement tenu, comme tu le disais. Mais vont-ils avoir un poids suffisant pour pouvoir limiter les ambitions azériennes? Disons que la Russie est dans une situation moins critique, en tout cas, que dans ce dossier-là, que l'Arménie elle-même. L'Arménie a perdu la dernière guerre. Elle est en proie à une instabilité croissante. On a vu hier soir des manifestations qui ont failli dégénérer dans le centre d'Erevan, à proximité du Parlement. Donc l'Arménie va très mal en réalité. Elle est très vulnérable, très fragile. Et l'allié de l'Arménie, la Russie, est accaparé par d'autres choses et par d'autres dossiers, on va dire les choses pudiquement. Et la crainte de la Russie, c'est de devoir gérer, de devoir intervenir militairement, d'abord parce qu'elle n'est pas sûre de pouvoir le faire, et surtout, ça aurait des conséquences cataclysmiques avec la Turquie, avec l'Azerbaïdjan, dont je rappelle que plusieurs centaines de milliers, même de millions de ressortissants vivent en Russie. Donc, si l'Arménie, elle l'a fait, demande l'activation de certaines clauses du traité de sécurité, si jamais les Azéris vont très loin et que la Russie n'a d'autre choix que d'intervenir, c'est un très mauvais choix en réalité. C'est parce que je rappelle que la Russie, si elle est l'alliée de l'Arménie, elle a veillé ces dernières années à développer de très bonnes relations avec l'Azerbaïdjan, elle a même vendu des armements à l'Azerbaïdjan. Et évidemment, Turcs et Azéris connaissent l'étroitesse de la marge de manœuvre russe. Erdogan et Aliyev savent que Poutine ne peut pas se fâcher avec eux, pas en ce moment, et de façon générale aussi. Donc l'Arménie est dans une situation très compliquée. Pour la Russie, le risque est de voir l'Union européenne ou peut-être les États-Unis la doubler, si j'ose dire, dans la médiation et offrir peut-être à l'Arménie des choses qu'elle-même ne peut pas offrir. Ceci dit, je doute que l'OTAN ou l'Union européenne puissent s'interposer ou avoir plus d'influence sur la direction turque et azerbaïdjanaise que n'en a la Russie. Quand on voit que Mme von der Leyen s'est précipitée à Bakou, ou en tout cas que ses services ont tout fait pour accroître les importations de gaz en provenance d'Azerbaïdjan, ce n'est pas une politique qui va dans le sens du containment de l'Azerbaïdjan. Et ça aussi, Aliyev et Erdogan le savent. Donc, pauvre Arménie, serais-je tenté de dire. Merci. Merci, Arnaud.
Alors, une dernière question. Plus de messages de l'ambassade de France pour inciter les Français à partir. Réouverture du lycée français. Est-ce que c'est donc plus de compréhension pour les Français restant en Russie? Alors peut-être que le président veut répondre, ou Pavel, qui connaissent mieux le dossier que moi. Effectivement, pas de signaux de la part de Paris, ni du Quai d'Orsay, ni d'autres autorités mettant une pression comme nous l'avons connu durant le printemps et l'été. La rentrée se fait effectivement tout à fait correctement. Et puis, il y a un autre signal que nous estimons positif. J'avais promis d'en parler après ma rencontre récente avec le consul de France concernant les formalités d'obtention de visa, puisque nous avons connu ces dernières semaines une forte agitation. Les pays les plus hostiles à la Russie, pays baltes et Pologne au premier chef, plaidant pour une abrogation pure et simple de la délivrance des visas et même à l'interdiction d'entrer sur les territoires nationaux, sur leurs territoires nationaux, aux citoyens russes, qu'ils soient titulaires, enfin, détenteurs d'un visa ou non. Donc, le résultat de toute cette agitation est en fait quelque chose qui est assez paradoxal parce qu'assez contraire à l'esprit Schengen, c'est-à-dire que chaque État de l'espace Schengen, in fine, reçoit la possibilité de gérer la situation selon son propre libre arbitre, et donc un bloc de pays, j'espère ne pas en oublier, mais de mémoire, il s'agit effectivement des 3 États baltes, plus la Pologne, la Tchéquie, les Pays-Bas et étonnamment la Belgique, campent donc sur une ligne dure. Plus de délivrance de visa et plus d'entrée de citoyens russes, alors sauf évidemment exceptions liées à des raisons humanitaires. Et par contre, d'autres pays, France, Italie, Espagne, Allemagne, qui se sont entendus sur l'abrogation d'un régime de facilitation de délivrance de visas aux Russes qui était en vigueur depuis 2007. Mais en fait, cette abrogation n'a pas véritablement d'incidence parce que elle porte sur un nombre de documents qui devaient être moins important par le passé, mais dans la réalité des faits, les Russes ont toujours à peu près dû fournir des dossiers qui correspondaient au maximum de documents exigibles pour l'obtention d'un visa. Ensuite, le fait que les frais d'obtention du dit visa passent de 35 à 80 euros de mémoire, ça ne va pas non plus avoir d'incidence gigantesque sur les ménages russes. Ça va faire un peu plus de rentrée pour la caisse française, mais bon, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui va réellement changer les choses. Par contre, ce qui aujourd'hui pose problème, c'est les délais de délivrance de ces visas. Mais là encore, le ralentissement n'est pas tendu aux décisions prises par l'UE, mais plutôt au fait qu'un certain nombre de fonctionnaires du consulat de France à Moscou n'ont toujours pas obtenu du MID leur visa russe et sont encore et toujours bloqués à Paris, ce qui fait qu'il y a tout simplement moins de mains pour signer les 10 visas qu'il devrait y en avoir pour assurer une délivrance fluide. Chose très importante, c'est qu'il n'est absolument pas question d'une restriction sur les motifs d'obtention de ces visas, c'est-à-dire que les touristes russes ne sont absolument pas aujourd'hui malvenus. Vous pouvez parfaitement déposer, quand vous êtes russe, une demande pour un visa de circulation, c'est-à-dire un visa de 90 jours sur 6 mois, qui est ce qu'on a toujours appelé un visa de tourisme. Rien ne change là-dessus. Donc, pour répondre à cette question, non, effectivement, sur ce qui concerne la circulation des personnes, il n'y a pas eu d'aggravation entre la France et la Russie durant les derniers jours, dans les fêtes. Et puis, il y a aussi un élément supplémentaire, c'est que le nombre de Français qui ont quitté la Russie qui est important, on représente tout de même une minorité. Vous avez une majorité de Français qui sont restés. L'ambassade de France le sait. Ils n'ont jamais poussé à la fermeture du lycée français, donc il n'y a absolument aucune raison à ce que on ostracise, enfin que la France ostracise les Français qui restent et les pousse à partir. Aujourd'hui, je crois que c'est plus du tout leur intention et ils ont bien pris note du nombre de Français qui sont restés.
Une dernière chose importante à souligner, il n'y a pas plus aujourd'hui de xénophobie en Russie, et notamment à Moscou où nous sommes, qu'il y en a eu en fait depuis le mois de février. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait parler français, anglais, allemand à voix haute dans les rues et vous n'avez absolument pas à vous cacher quand vous êtes européen, occidental. Les conditions de sécurité et encore une fois l'attitude des Russes vis-à-vis des étrangers reste absolument égale et équanime. Alors justement, donc ça déclenche quelques questions sur les visas. Je ne sais pas si on va être à même d'y répondre. Un Russe avec un titre de séjour français, conjoint résident français, peut-il entrer en Estonie? Alors, je pense que ça pose la question, effectivement, est-ce que les visas Schengen délivrés par d'autres États sont reconnus malgré tout par les États un peu hostiles Je crains que dans ce cas de figure, la personne soit livrée à la bonne ou à la mauvaise volonté du garde-frontière. Et qu'on peut expliquer tout ce qu'on veut, arguer de n'importe quel règlement, décision qui de toute façon sont aujourd'hui assez bousculés et parfois contradictoires. Si le garde-frontière ne veut pas laisser entrer la personne, il ne la laissera pas rentrer. Donc, dans cette configuration, il me semble que la prise de risque est maximale. Oui, et le conseil de bon sens, c'est de passer par ailleurs autant que possible que ces pays moyennement amicaux pour les visas Schengen pour les Russes. Autre question, est-ce que le MID russe a accepté la demande du Mintourist visant à annuler les visas pour les touristes étrangers? Non, c'est une idée qui a été lancée, hein, en réaction d'ailleurs au serrage de vis de certains pays européens. Voilà, il y a eu une initiative visant à montrer que la Russie allait aller dans l'autre sens. Bon, donc c'est en cours d'élaboration, mais il n'y a pas ni document ni décision à ce stade. Merci à tous les deux. En tout cas, je vais repasser la parole au directeur Chinsky, qui va nous clore brillamment, comme d'habitude, ce brief. Donc, c'est à toi et tenez bon. Merci. Et pour faire un dernier clin d'œil à l'activité du jour, activité funèbre, hélas, nous ne sommes pas à bout de souffle. Les briefings continuent, donc 2 fois par semaine, lundi, jeudi. Nous nous retrouverons lundi prochain à 16h30 heure de Paris, 17h30 heure de Moscou. Vous recevez, pour ceux qui êtes inscrits, nos newsletters. Vous avez également Telegram et puis bien évidemment la hotline par mail. On m'écrit également que nous avons Twitter et LinkedIn, comme quoi voilà, les canaux sont multiples et servez-vous-en parce que ça ne rouille que quand on ne s'en sert pas. Excellente fin de semaine, excellent week-end à vous. Tenez bon. La CCI France aussi reste à vos côtés. Tu me retires les mots de la bouche. À lundi. Un lundi.